Et bonsoir à tous. Donc première émission spéciale ce soir, hein, où on va recevoir donc des créateurs de jeux vidéo. Je suis très content de pouvoir l'inaugurer en plus avec des personnes que je connais aussi, hein, qui sont des amis. Et comment ça va, Bria? Salut, ça va, très bien. On continue avec Taiko. Taiko, comment tu vas? Salut, bah ça va très bien, je te remercie. Alors, on va commencer déjà avec une présentation assez générale de la boîte. Donc Creative VR 3D, hein, c'est le nom. En quelle année en fait vous avez commencé la création et d'où vous est venue l'idée quoi? J'extrapole par contre votre parcours scolaire, à part si vous voulez vite fait en parler un petit peu. Créative, on a lancé la société en 2017, mais on avait déjà commencé à faire quelques expériences VR. En fait, depuis 2015, on avait commencé à faire des expériences donc sur les cardboards, les casques en carton là. Je sais pas si vous avez un peu connu. Et c'était les premiers systèmes de VR, on va dire. On commençait à entendre parler d'Oculus, qui venait d'être acheté par Zuckerberg, mais il n'y avait rien de vraiment prêt quoi. Et je pense qu'à l'époque, pour faire un pied de nez un peu à Facebook, qui avait acheté la technologie Oculus 2 milliards, je crois. Ils ont dit écoutez, vous avez acheté ça pour rien parce que nous avec un morceau de carton on peut vous faire de la VR. On mettait le téléphone dans le casque en carton, et puis comme le téléphone il avait le gyroscope intégré, c'est ça, une technologie. Gyroscope et l'accéléromètre. L'accéléromètre, ouais. On pouvait faire de la VR quoi. C'était le début. C'est vrai qu'on avait commencé comme ça quoi. Ah, vous êtes vraiment arrivé aux prémices quoi déjà. Ouais, il y a eu les Google Cardboard qui ont été d'abord en carton et ensuite il y a eu les Google en place Cardboard qui étaient en plastique. Et ça, Oui, c'était la génération à partir du moment où Oculus, etc. ont commencé à sortir. C'est ça, c'était Daydream ça. D'ailleurs, Google nous avait demandé de participer justement à la bêta de Daydream, tout ça, pour tester un peu leur système de publicité aussi, parce qu'ils avaient prévu ça, ils avaient prévu plein de choses. Mais bon, ils se sont un peu plantés après avec Daydream, ils ont pas su continuer dans la bonne voie en fait, je dirais. Nous donc on était d'abord sur le casque en carton et puis on faisait différents salons et sur un des salons on a rencontré le rédacteur en chef de Eric Brochant, rédacteur en chef du magazine comment il s'appelle, je crois que c'est Jeux Vidéo Magazine. Et il nous a dit non mais les gars, le cardboard c'est nul, il faut aller sur le Gear VR en fait. Donc celui d'Oculus. Et du coup, on l'a sorti sur Oculus. Et puis, de fil en aiguille, en fin de compte, donc ça, c'était Oculus, c'était la version... pareil, c'est le même principe. On mettait quand même aussi un casque dans le Gear VR. Et après, c'est Oculus qui nous avait contactés pour nous demander, et en nous envoyant des kits de développement avec les Oculus Rift, donc, en nous demandant de faire un jeu... de faire de nos expériences qu'on avait fait sur le cardboard des jeux. Voilà. Et c'est de là, donc là c'était à peu près 2017, on s'est dit bon, allez, on va tenter le coup. On crée une société dédiée à ça et on s'est lancé en fait. Alors le premier jeu que vous avez développé... Le premier jeu c'était Atis, Time in Space. C'était en fait que d'exploration, hein. Il n'y avait pas de jeu vraiment, hein. C'était un petit voyage de 2 minutes. Quand on l'a sorti, alors là c'était vraiment pour s'amuser en fait. À côté, on avait nos travails respectifs et on s'est aperçu au bout de quelques semaines qu'on avait eu plein de téléchargements, de super retours positifs, etc. C'est ça qui nous a motivés au final, c'est vrai que... Ah oui, carrément. Après, donc du coup, on a fait Time in Space 2. C'était la suite en fin de compte, mais c'était toujours... Est-ce que sur le premier, vous avez déjà des retours de joueurs ou pas? Sur le premier Time in Space? Ah oui, énormément. Honnêtement, on avait des... C'était sur quelle plateforme? C'était le Android. Google Cardboard. D'accord. C'était donc Android, oui. Ça a démarré donc sur Time in Space 1 et 2, puis après on a embrayé sur donc un roller coaster. Et celui-là a quand même, parce que Time in Space 1 c'était gratuit, Time in Space 2 était payant, et Darkness aussi a été payant, c'était 1 € à chaque fois. C'est vrai que Time in Space 2, on a fait moins de téléchargements, hein. Forcément le jeu était à 1 €, et sur Android... il y a beaucoup de jeux gratuits. Donc, avant de mettre 1 €, ce qui n'est pas grand-chose, il faut être sûr que le jeu soit bien, quoi. Et, on a eu un bon retour aussi pour le 2. Hein. Mais, On avait de bons retours, mais je pense que peut-être que les gens n'avaient pas compris pourquoi le 1 n'était pas payant et le 2 payant. Je pense. Bon, bref, pour quelle raison? On ne s'est pas arrêté là. C'est vrai que le 1, en plus, après, a disparu du store. Justement, j'en parlais tout à l'heure.
parce que Google nous avait demandé de participer à leur programme de publicité, programme bêta de publicité. Donc on avait intégré leur publicité dans Time in Space. Et quelques mois après, en fait, ils ont décidé d'arrêter ce programme et ils ont supprimé notre appli du store. Le mal était fait, on s'est dit tant pis, de toute façon, voilà, maintenant on était passé sur un troisième jeu, donc enfin sur une troisième expérience qui était Darkness Roller Coaster. Voilà, on a laissé tomber, on n'a pas tenté de remettre tout en ligne et tout. Ouais, surtout qu'en plus, graphiquement, ça avait peut-être un petit peu vieilli. C'était au tout début, c'était sur Android 5, je crois que ça tournait, Android 5 ou 6. Il fallait refaire tout le jeu complet pour le remettre à jour. Et du coup, il y avait un peu de marketing derrière, vous avez réussi un petit peu à faire du marketing sur le premier sur Time in Space 2, pardon. Non, pas du tout, parce que nous, c'était vraiment, on faisait ça à côté de notre travail, en fait. Donc, on n'espérait pas, en fait, en vivre à la base. C'est Google en fait qui s'en occupait, enfin c'est Android pardon qui s'en occupait en mettant en fait sur leur plateforme et c'est eux qui après qui géraient le truc quoi. Et vous aviez les retours. C'est ça. Oui voilà, les retours d'utilisateurs. Et c'est vrai qu'il y avait peut-être pas beaucoup d'applications VR, enfin il y en avait quand même déjà pas mal, mais comparé à des jeux classiques, il y en avait beaucoup moins. Donc on a été peut-être directement assez vus, surtout pour Time in Space 1 qui était gratuit. On a dépassé 500 000 téléchargements, je crois, en plus. Là. Ouais, je crois même qu'on est arrivé à 800 000 téléchargements, quelque chose comme ça. Et le 2, on a eu un moins bon retour, forcément, puisqu'il était payant. Enfin, on a eu un bon retour, c'est juste oui, ceux qui l'achetaient, ouais. Mais le frein, on s'est retrouvé avec, je sais plus, il y a eu 20 000 téléchargements, comme quelque chose comme ça, donc... Bon, bah c'est le frein du côté payant, quoi. Hein. C'est pour ça que Google, justement, voulait lancer leur système de pub dedans, pour qu'on soit quand même rémunéré. Et du coup, là, le jeu est toujours accessible si on veut se le procurer ou éventuellement alors, je crois que Time in Space 2 non plus n'est plus accessible. Je vais vérifier. Pareil, parce que les téléphones changent tellement souvent qu'il faudrait le mettre à jour régulièrement, et en fait, on n'a plus le temps, en fait. Et ouais, donc après, quand on peut se permettre d'avoir le temps et d'être, à plusieurs, nombreux, ok, mais là, à deux... pas quoi. Du coup, alors ouais, donc lui, donc il est plus accessible, donc commercialement, voilà, c'est pas trop intéressant forcément de s'attarder dessus, d'autant que c'était un des premiers projets, donc voilà, c'est pas non plus. Mais c'est surtout que au final, le tableau de Time in Space 2, pardon, on l'a mis sur Darkness Roller Coaster justement. Donc au final, au lieu de ressortir Time in Space 2 tout seul, on a plutôt voulu l'inclure dans un des tableaux de Darkness Roller Coaster. Donc là, Darkness Roller Coaster, c'est votre premier vrai gros jeu qui sort donc sur PS4 avec le PSVR, plus aussi sur PC avec Steam, il me semble, et Android. Pas sur Android aussi, d'accord. Donc vraiment sur les trois plateformes. Alors Darkness, voilà, il est quand même sorti sur Android en premier. Il n'y avait pas de jeu à proprement parler. C'était des montagnes russes dans l'univers un peu entre. C'est le retour qu'on avait. Hein. Souvent, on nous disait que c'était entre du Disney et Tim Burton. Et c'est là que Oculus nous a contactés en nous envoyant des kits de développement en disant on a vu votre jeu, votre expérience en VR, ce serait bien d'en faire un jeu en fait. Donc du coup on a commencé à en faire un jeu qui était prévu sur l'Oculus Rift. Finalement on est allé dans un salon de la VR, je crois que c'était en 2018 à Barcelone. Et on a rencontré quelqu'un qui nous a dit qu'il y avait possibilité peut-être de développer pour la PS4. Donc du coup on a commencé le développement PS4 et on a fait les deux développements en parallèle, mais du coup il est quand même sorti en premier sur PS4. D'accord. Mais il n'y a pas trop de changement entre la version PS4 et la version Android. Il y a énormément de choses à refaire. En fait, PS4, là vraiment, on a considéré qu'une fois que le jeu est sorti sur PS4, je vais dire, il y avait peut-être 6 mois de développement pour le faire, et il a fallu plus de 6 mois pour le faire valider chez Sony. Ça a été vraiment une épreuve pour le faire valider. C'était une galère. Voilà, maintenant on sait ce que c'est de faire valider un jeu chez Sony, surtout en VR. Ouais, surtout les jeux VR. Quoi. Ouais, c'est vraiment très complexe, c'est-à-dire qu'il laisse rien passer. Il ne serait-ce que si vous voyez un visuel de manette dans le jeu, s'il manque un trait, s'il manque une courbe dans leur manette, etc., ils annulent et ils demandent une resoumission complète du jeu et ils retestent le jeu derrière. Et c'est sans fin, quoi. Et c'est quasiment une semaine d'attente, c'était ça, hein, si je me souviens bien, une semaine d'attente entre chaque retour de bug. Parce qu'il y avait des bugs où, voilà, comme tu disais, s'il manquait le petit R du copyright PlayStation, bon, bah, ça passait pas. Tu vois, le petit R entouré avec le cercle.
Voilà, ça passait pas. Il fallait attendre une semaine pour valider. Alors ça, oui, voilà, c'est un des tableaux en démo. Bon, forcément, vu que c'est une vidéo, on n'a pas l'immersion comme de la vraie 3D. Mais ceux qui mettent YouTube et qui ont encore un casque cardboard, il en reste encore, hein, ils peuvent profiter un petit peu de la VR, malgré que ça reste une vidéo. Une vidéo plaquée sur une sphère en 3D. Quoi. Ça reste de la gentille horreur. Quand même. Ça reste, voilà, c'est Oui. gentil, quoi. Mais malgré tout, même de la gentille horreur comme ça, malgré tout, pour pouvoir sortir au Japon la version PS4, enfin pas au Japon, mais en Chine, donc dans les pays asiatiques, ça a été compliqué aussi, parce que les squelettes, ils veulent pas en voir. Donc les dragons non plus, un petit peu, voilà, les squelettes. Sur la jaquette, il a fallu enlever le petit squelette tout mignon qu'il y a. Enfin, c'est dingue, quoi. C'est vrai qu'une fois à un salon, on avait fait tester le jeu à des enfants et il y avait quand même un enfant qui avait pleuré parce qu'il avait vu une araignée, je crois. Parce qu'à un moment dans le jeu, il y a une grosse araignée qui vient. Bon, c'est pas... J'ai une question dans le chat de Sinoc qui nous dit donc quelles sont les plus grosses demandes de leur part en fait. Alors, de la part de Sony, c'est la framerate. Il faut que sur PSVR, il faut que ce soit 60 images constants, voire 120 parce que ils font, je sais pas, une sorte d'upscale qui double la fréquence. Donc c'est le 60 images secondes, donc ça encore c'était fait. Le problème qu'on avait de temps en temps, c'était ce qu'ils appellent le Hall of Mirror Effect. Et ça, c'est le problème du casque du PSVR, où tout est multiplié à l'infini de tous les côtés, comme si on se regardait comme si dans un ascenseur on voit deux vitres et qui réfléchissent à l'infini. Voilà. Et ben là, c'est pareil, et ça réfléchit tout l'écran à l'infini. Mais ça dure une seconde, même pas, c'est le temps du chargement. Et ils veulent pas. Ça, ils en veulent pas du tout, et c'est une erreur qui est connue chez eux. Hein. Ils appellent ça le TRC, le Technical Requirement Document, ou je sais plus quoi. Il y a à peu près une liste de 400 bugs qui est relevée, et celui-là, c'est celui où ils disent si vous avez celui-là, ça passera jamais, en fait. Si une seule fois dans le jeu, il y a un freeze, et donc ce freeze-là va créer le Hall of Mirror, le jeu il passe pas. On était sur fond noir avec marqué juste chargement. Bon, bah, le chargement il va être répété de tous les côtés. Ouais. Et voilà, rien que ça passait pas. Donc l'astuce c'était de pas marquer chargement. On peut pas empêcher quelque chose de figé quand il est en train de charger. Comme dans tous les jeux, on le voit bien. Même quand on a des barres de chargement dans un jeu qui est même pas forcément un jeu VR et on voit le truc qui tourne, il tourne jamais parfaitement. Il est toujours là, il craque, claque, il descend, il fait comme ça. C'est bien qu'il y a des micro-freezes qui se font, quoi. Le plus long, ça a été de faire valider chez Sony, mais ça a été une sacrée expérience. Justement, en parlant de validation, d'étapes et tout, comment ça se passe un petit peu le processus de création la première étape, c'est quoi? Vous voyez, vous faites une réunion, vous écrivez un script, dites-moi un petit peu. Pour Bad Dream, c'est ce qu'on a fait, mais c'est vrai que pour DRC, pour Darkness Roller Coaster, c'était un peu différent. C'était à la base, comme on l'avait dit, ça partait d'une expérience. En premier, c'est la musique. Il y a une musique qui nous plaît. Ah bah tiens, on va essayer de faire en sorte de faire un tableau aventure. Cette musique se porte bien avec l'aventure. Et après, petit à petit, on fait le tableau. D'abord, on fait la montagne russe, on fait tout le trajet du roller coaster. Et après, on inclut tout ce qui est mise en scène. Mais c'est vrai qu'on n'a pas démarré par une écriture de scénario. Pas pour celui-là, non. Pas pour celui-là, en tout cas. Étant donné que c'est vrai que Oculus est arrivé en nous disant gardez votre background, votre expérience, et en gros, mettez-nous des ennemis, mettez-nous des trucs à shooter. D'accord, donc dans un premier temps, vous avez créé tous les environnements, les décors, l'exploration. Puis après, sur la PS4, vous avez rajouté, d'abord la musique. Le côté shooter. Après donc l'exploration, donc et enfin le côté shooter, quoi. Il faut savoir que sur PS4, la plupart des jeux de montagne russe et comme ça sont des shooters. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils nous ont dit de le transformer en shooters parce qu'ils voulaient pas d'exploration. Ils veulent vendre justement les espèces de manettes avec les boules. Les PS Move. Ouais. C'est vrai que nous, ça a été aussi une sacrée galère d'en faire un jeu, parce qu'il y a certains moments où on va très vite et c'est pas un shoot'em up, c'est pas prévu comme un shoot'em up. Donc quand la montagne russe elle file, je sais pas, on va dire à 100 ou 200 km/h et on tire et qu'on va plus vite que la balle, ça devient compliqué, quoi. Ouais. Et notamment quand on est dans la partie Time in Space où on va à près de 1000 km/h à un moment donné. Là, les balles, pour arriver à faire que les balles, elles aillent plus vite encore que nous, et c'est là, arriver à toucher les ennemis, parce que c'est, en règle générale, dans un shoot'em up, le vaisseau avance relativement lentement, et c'est les balles qui vont très vite. Et là, c'est nous qui allons vite, avec des balles qui doivent aller encore plus vite, quoi.
Donc pour arriver à avoir une précision, etc., ça a été aussi une bonne Ouais. galère. Ça a été une galère parce qu'on voulait, au lieu d'avoir une simple balle qu'on ne voit pas et que ça fait un impact sur l'ennemi, on voulait qu'il y ait une petite traînée derrière la balle. Cette traînée-là, elle nous a mis dedans parce que si la balle allait très vite, admettons, elle allait à 1000 km/h, faire des particules derrière la balle, à 1000 km/h, les particules, c'est pas très beau. Enfin, voilà, ça a été... Oui, c'est vrai que si on avait juste fait comme, on va dire, dans les jeux, un FPS Raycast. comme, par exemple, un Raycast comme Call of, où on a le viseur, on tire, on voit pas le coup partir. Là, c'était réalisable. joué, quoi. C'était réalisable. Non, nous, on voulait vraiment qu'on ait l'impression de, comme dans un shoot'em up, de bien voir ces balles qui partent, ces gros dégâts, tout ça, quoi, en fait. Ah, c'est vrai qu'en VR, les défauts, ils se voient beaucoup, mais beaucoup plus vite. C'est quand on est dans un jeu lambda, un jeu 2D, on va dire, même si c'est des jeux en 3D, ça reste des jeux qui sont plats sur un écran. S'il y a quelque chose au sol, par exemple, où vous mettez des salissures sur le sol, et qu'il y a un petit centimètre, ça se voit pas. Ou sur les murs, ça se voit pas. En VR, on le voit tout de suite. En plus de ça, il y a des problèmes avec les canevas, etc. C'est-à-dire qu'il faut éviter d'avoir des affichages devant les yeux, parce que ça aussi, ça fait mal aux yeux. Et d'ailleurs, c'était aussi un point de Sony qui nous demandait régulièrement d'enlever les scores, d'enlever tout ça et de trouver une manière de les intégrer dans le jeu de manière intradiégétique, du coup. Et c'est ce qu'on a fait, tous les points de vie, etc. Tout est sur le bras et sur le sceptre du joueur, en fait. Ce jeu-là, en fait, avait été sur Steam. Et en fin de compte, les notes étaient plutôt mitigées. En fait, on l'a sorti, c'est vrai qu'il y avait eu des bugs. Et donc ils ont été corrigés après coup. On a eu des premières notes qui étaient donc pas terribles. Ensuite, on a eu une bonne note. Mais au vu du peu de ventes qu'on faisait sur Steam en comparaison de la PS4, on ne s'est pas concentré dessus et on n'a pas sorti les DLC et tout ça. On a fait quelques mises à jour au début pour corriger les bugs, mais c'est tout. Vu que les ventes, c'est 1% sur Steam et 99% sur PS4, et que, toujours pareil, on n'est que deux. Hein. Donc on s'est dit, on se concentre sur la PS4. Quoi. Et sur PS4, vous avez des bons retours, quoi. Après, sur le PS4, on a eu de bons retours, oui. Pas les tout premiers, pareil, parce que sur PS4, quand on est sorti, on savait même pas qu'on était sorti. Ouais, c'est pour dire, Sony nous repoussait tellement les dates de sortie à chaque fois en disant non, ça, il y a encore ça qui manque. Le système de succès, on n'y croyait plus. Honnêtement, ça nous a rendu fou pendant des mois. Que le jour où il est sorti, on le savait même pas en fait. Je l'ai su de la part d'un YouTuber en Australie. Australien, votre jeu est sorti, vous m'aviez dit que vous m'enverriez un code. Je fais ah bon, il est sorti. Puisqu'en Australie, ils sortent un petit peu avant. Le soleil se lève plus tôt. Donc je fais désolé, carrément je savais pas. Et en fait, il était sorti et il n'était pas terminé totalement, quoi. Des erreurs, il y en avait, mais c'était pas des erreurs des fois de fou, mais des erreurs par exemple pour mettre pause. Il y en avait qui mettaient pause et s'ils restaient appuyés sur le bouton, ça on avait mal configuré les inputs, ça faisait pause, enlever la pause et des dizaines de fois par seconde. Donc forcément, ça c'est des trucs qui cassent le jeu complètement. D'un seul coup, le jeu il est injouable et pourtant, c'est un bug qu'on a laissé passer parce qu'on l'a jamais vu en fait. Alors du coup, Reload, il voulait savoir, est-ce que vous allez faire d'autres jeux dirigés comme ça, un peu comme sur un manège, ou vous allez faire d'autres jeux dans d'autres genres en fait? Je crois que nous, on a prévu de faire un peu tout type de jeu. Là, on peut voir en fait, donc dans les visuels qu'il y a dessous, on a fait un mais là, on revient en arrière. Du coup, c'est encore sur téléphone. On avait fait Happy World Land. Non, ça parle à personne. C'était un petit jeu de mots c'était une private joke finalement. Et donc il y avait une douzaine d'attractions. On pouvait jouer à plusieurs, se rejoindre, donc dans les petits jeux. Mais celui-là, on l'a pas soutenu longtemps parce que c'est là c'est à cette période-là qu'on est passé sur la PS4. C'est ça. Qui est Oculus, il y avait tout en même temps un peu. Il avait un petit potentiel. Omido qui voulait nous le racheter, mais ça s'est pas fait, etc. Donc bon. Alors ça c'était plus pour s'essayer à cette technologie aussi. On voulait voir ce que ça donnait. C'était marrant en fait. Donc on choisissait sa voiture, son circuit, et puis on posait le circuit sur la table, chez soi, par terre. En fait, ça allait de plus en plus vite. Et il fallait juste esquiver les voitures qui spawnent. Ah non, c'est vrai que c'était pas mal, mais bon, on l'a sorti que sur iPhone, je crois, celui-là, non? Ou sur Android aussi? Sur Android, sur la AirCore, iPhone sur la AirKit. Mais pareil, ça, c'est des technologies qu'il faut suivre tout le temps. Donc, il faut le mettre à jour, mais super régulièrement, parce que les systèmes de réalité augmentée évoluent constamment.
le tracking, etc. Voilà. Donc, On peut pas être de partout, quoi, c'est ça. non, c'est ça le problème. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir répondre, mais il y a Shen qui demandait justement, est-ce que c'est plus compliqué de développer un jeu VR par rapport aux autres jeux? Mais alors, est-ce que vous avez déjà développé d'autres jeux auparavant, enfin de faire un comparatif On n'a pas vraiment développé d'autres jeux auparavant. Après, ça nous est arrivé il y a longtemps maintenant. C'était quand on faisait des sites web, il y a plus d'une quinzaine d'années, de faire des petits jeux en flash. Donc c'était, on peut pas dire que ça ait la même prétention. Ouais. Mais on s'aperçoit quand même que faire des jeux en VR, c'est quand même bien plus compliqué. Il y a des beaucoup plus de contraintes. contraintes. Ouais. Après, c'est différent aussi, puisque un jeu lambda, normal, il est noyé sous la concurrence. Donc pour se sortir de cette concurrence, il faut aussi avoir quelque chose de nouveau à proposer. Donc elle est plus là la difficulté, je dirais, dans les jeux hors VR. Mais en VR, après oui, il y a forcément des contraintes. Déjà, il y a deux yeux à calculer, donc la physique, il faut la calculer 2 fois. Déjà ça plombe les ressources. Les graphismes aussi, ouais. Voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, n'importe quel petit défaut en VR, il se voit tout de suite. Voilà. Dans un jeu, on a une particule à 1 mètre de nous, pas de souci. D'ailleurs, on le voit déjà même dans les jeux, entre un FPS et un TPS, on voit bien que les TPS sont souvent plus beaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, la caméra, elle est à 2 mètres derrière. Donc en gros, on peut jamais se rapprocher trop près d'un mur, etc. Donc déjà, ça, c'est en ayant une caméra qui est 2 mètres plus loin, on peut aller plus loin graphiquement finalement. Et aussi le jeu à la 3e personne, en général, c'est 30 images secondes, comme Last of Us, tout ça. On n'a pas besoin du 60 FPS constant, alors qu'un FPS, c'est vrai que maintenant, c'est du 60 FPS minimum. Rajouter 30 images secondes, c'est baisser le côté graphique. Forcément, il faut trouver un juste milieu. On peut pas faire un jeu très beau, fluide, rempli de particules, avec de la physique en même temps. Sinon, en fait, faut que ce soit des machines de guerre qui fassent tourner les jeux. Et Voilà. ça, pas tout le monde a des machines de guerre. C'est ça. C'est vrai que les jeux comme Half-Life, c'est magnifique, mais il faut un PC derrière qui suit. Et, après, là, c'est vrai que PS4, on reste à la limite de la PS4. C'est vrai que les jeux en VR sur PS4 sont moins beaux qu'un jeu normal sur PS4. C'est bon. Après... c'est sûr que quand on voit un Last of Us, non, il est pas faisable en VR sur le PSVR. Quoi. Déjà, Last of Us fait 30 images secondes, je crois. Je crois que le premier c'est 30 images secondes. Donc déjà en VR, il faudrait qu'il en fait 60 minimum, plus ça calcule sur 2 yeux. En gros, il faut 4 fois plus de puissance quasiment. Est-ce que le public VR est plus exigeant que les autres, vous trouvez, ou pas? C'est Shen qui me demande ça. Pas forcément, je dirais, parce que en VR, dans les jeux normaux, il y a beaucoup de jeux, donc les gens ils sont exigeants sur leur type de jeu, alors qu'en VR, il y a quand même le côté contemplatif qui fait qu'il y a toujours ce côté waouh. Je pense qu'ils sont moins exigeants. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense qu'ils sont pour l'instant moins exigeants. Ils le seront avec le temps quand ils seront lassés d'avoir vu 50 millions de jeux. C'est ça. Je pense que là, ils prennent encore les jeux avec l'envie de découvrir. Voilà ce que ça peut être la VR. Moi, étant l'utilisateur, ça va. C'est pas si. J'ai pas des attentes qui sont monumentales sur les jeux VR. Ouais. Comme vous dites, c'est parce que c'est la découverte et voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a de faisable. Salut bien fidèle, donc qui veut savoir, donc salut à tous, le coût économique du développement d'un jeu VR est-il abordable comparé à un jeu vidéo classique? Oui, ça coûte plus cher de développer en VR puisqu'il faut être équipé, il faut un PC plus puissant, il faut aller plus loin en termes d'optimisation, donc même de spatialisation du son, enfin tout va forcément demander plus de travail qu'un jeu lambda. Donc voilà, on a fait le tour un peu de vos jeux qui sont sortis. Là maintenant, il n'y a que dans la liste, il n'y a que des jeux qui sont en développement, hein, c'est ça? Bad Dream et... Là maintenant, de toute façon, on est concentré sur Bad Dream. Bad Dream qui était aussi sorti sur téléphone aussi, hein, le vieux trailer. D'ailleurs, peut-être qu'on va l'enlever pour pas se concurrencer notre truc maintenant quand on va faire la communication. Alors du coup, on fera une émission spéciale où on va un petit peu en parler. D'ailleurs, on aura l'occasion peut-être de le tester, de le faire tester à Reload parce que ça va être un jeu d'horreur. Mais on peut déjà un petit peu en parler, voilà, si vous avez un petit peu des choses à dire pour la présentation de ce jeu, voilà, auquel vous êtes en train de bosser. Donc c'est un jeu d'horreur qui partit d'une expérience jeu, c'est-à-dire que là, c'était après Darkness, donc la version téléphone, toujours avant qu'on développe sur PS4.
il y avait un petit peu de jeu. Il y avait avant tout une expérience, mais on pouvait déjà se déplacer dans le jeu, interagir un petit peu aussi avec un système de visée, et on pouvait voir ou interagir, mais il n'y avait pas de bouton encore sur le cardboard, donc forcément, voilà, c'était plus compliqué. On enregistrait l'accéléromètre du téléphone, et en fait, en faisant comme ça, en simulant des pas, on pouvait se déplacer dans le jeu. Et c'est un peu de ça qu'on a voulu mettre dans le nouveau Bad Dream, justement, en misant sur les gestes, en fait. On a une composante dans le jeu, un gameplay qui fait que, bon, voilà, on doit faire n'importe quoi, mais voilà, c'était comme ça, ça c'était pour monter l'échelle. Et donc, on a voulu garder cet aspect-là sur le nouveau Bad Dream, où justement, on a aussi pas mal de choses qui se font directement avec les gestes. Donc courir, se boucher les oreilles, se cacher les yeux, des trucs comme ça, voilà, tout se fait avec les gestes. On saute aussi, enfin bon, voilà. On attend de voir par la suite des gens qui vont le tester et qui vont se filmer en mettant les mains comme ça, en mettant les mains comme ça et tout ça. Moi j'aime beaucoup la typographie et les incrustes en fait. Quand il y a marqué sortie, clé et tout, je trouve que c'est vraiment bien trouvé. Par rapport même à des jeux classiques et tout. Vous avez une bonne idée là-dessus, il y a une belle DA qui rappelle un petit peu Outlast aussi, donc je pense que vous avez dû connaître. On s'est inspiré un petit peu. Ouais. Donc là, ce trailer, ça c'est le premier trailer qu'on avait sorti l'année dernière avant de lancer une campagne Kickstarter. Maintenant, là on va bientôt le refaire. D'ailleurs, on a peut-être on a un teaser qu'on avait sorti il n'y a pas longtemps, juste avec le docteur. Oui, parce que voilà, l'ancien trailer, il va être modifié. Et ça, c'est le premier des 3 teasers qu'il va y avoir sur les 3 protagonistes méchants principaux du jeu. D'accord, on va être poursuivi donc par 3 protagonistes à tour de rôle, voilà, en jouant donc ce personnage. Voilà. Vraiment, et en fait, alors, c'est quoi le gameplay? C'est fuir, s'échapper. J'ai vu qu'à un moment donné, on pouvait grimper aussi à une sorte de chaîne. Il y a un peu de tout. Donc, on mélange vraiment beaucoup de genres, donc oui, on peut fuir, on peut frapper, attaquer. Donc au début, par exemple, on n'aura pas d'armes, donc forcément il faudra plutôt fuir. Mais au fur et à mesure, on va trouver des armes, on va pouvoir s'équiper. Voilà, on va avoir un sac à dos qu'on prend derrière nous. En fait, on le prend, on l'attrape, on tire les objets directement du sac. En relâchant, le sac il repart derrière. On pourra aussi, quand le sac n'est pas pris, directement prendre des armes à notre gauche et à notre droite. Voilà. Donc, c'est quand même différent, quoi, parce que dans Outlast, par exemple, dans les jeux comme ça, ou Amnesia, on n'a pas d'armes, hein, il faut juste fuir. Y a pas d'armes. Là, il faut fuir, mais on peut quand même se battre, quoi. Ou alors il y a des moments où on pourra pas se battre, on sera obligé de fuir. Comment ça va se passer? Il y a des moments où on est dans le noir complet, on doit se servir de la lampe torche par exemple. Il y a des moments où on n'a pas d'armes, on peut que s'enfuir. Il y a des moments où on a même des trucs dans les bras. On peut pas dire trop. Ouais. On a les bras chargés, donc on peut pas faire grand chose à part courir. Des moments où même je sais pas si on a des bras vraiment. Aussi, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai en plus. Ouais. Notre but, c'est de récupérer un maximum d'avis de joueurs, etc. pour pouvoir faire la partie 2, parce qu'on a quand même la partie 2 qui est bien avancée, mais on aimerait avoir plus de retours de joueurs. On en avait eu pendant le premier Steam Fest qui était bon, et là on aimerait, mais le premier Steam Fest, il y avait quoi, 30 minutes à peu près de jeu, il n'y avait pas d'ennemis, il n'y avait rien. Non, il n'y avait pas encore d'ennemis, tout ça. Donc là, on aimerait avoir un retour plus global pour ensuite terminer la partie 2, parce que voilà, on a différentes pistes pour de la manière dont on aimerait terminer. Mais voilà, on aimerait donner vraiment ce que les joueurs ont préféré dans le jeu. Donc on s'est dit, bon, pour PS4, tout ça, on va faire quelque chose d'un mieux. On va pousser les couloirs, on va les agrandir. C'est ce qu'on s'est dit. On avait eu de très bons retours. Et certains retours négatifs nous disaient, en fait, ça va trop vite votre jeu, on n'a pas le temps de trop installer la peur. Vous devriez faire 5 minutes où il se passe rien. Nous, c'est parce que comme on fait que tester le jeu, si pendant 5 minutes il se passe rien, on attend, normalement c'est gavant. Donc on mettait toujours des choses en plus dedans. Donc on a appris de ça aussi en se disant ok, il faut plus installer la peur, plus prendre son temps. Et du coup on s'est dit bon allez, on va le rallonger de 20 minutes, on va passer à 3 quarts d'heure, 1 heure quoi. Et au final on en est presque à 5-6 heures de contenu, et on coupe en deux parce que voilà, on a trop d'idées, on a vraiment tellement de possibilités. Oui, c'est ça en fait, c'est parce qu'on a beaucoup d'idées et du coup on se dit ce serait bien qu'on l'inclue. Tiens, on va inclure ça. 2 semaines après, on a une nouvelle idée. Donc
Après, on n'inclut pas toutes les idées non plus, mais c'est vrai que on est passé de 1 heure à 4-5 heures de gameplay, quoi. Non, de toute façon, maintenant, on a eu encore de nouvelles idées. Hein. On s'est dit, on verra, c'est pour le 2. C'est pour la suite, on verra pour l'instant la première partie. Enfin, la partie 2, on l'a. La partie 2, on l'a, mais justement, là, les nouvelles idées qu'on a, même si la partie 2 est quand même bien avancée, les nouvelles idées, on se dit, suivant comment sera accueillie la première partie, on sait quelles sont les idées qu'on pourra inclure dans la partie 2, en fait. C'est ça, voilà. Parce qu'on fait un peu de tout, on brise le 4e mur et tout ça, donc voilà, est-ce que ça va être bien accueilli? On ne sait pas encore, tout ça. Mais et si on brise le 4e mur, ok, est-ce qu'on peut aller encore plus loin en brisant ce 4e mur, etc. quoi. On passe maintenant à l'avant-dernière question de la soirée et tout. Merci en tout cas d'être toujours là dans le chat et merci aussi d'être toujours à vous aussi. Donc, quelles sont vos ambitions pour la suite? Est-ce que vous souhaitez faire d'autres partenariats avec d'autres studios, grandir Le but, c'est clairement de grandir et de continuer à développer. En plus, c'est vrai qu'on est donc là dans nos locaux, on a l'école de jeux vidéo qui est l'étage au-dessus, non, c'est les bureaux, et en dessous, c'est les locaux de l'école de jeux vidéo. Donc, on a en plus un petit foyer, un petit vivier de jeunes talents qui peut venir régulièrement travailler un peu avec nous en stage ou autre. On sait ce qu'on veut faire, c'est des jeux vidéo. Voilà. On a arrêté nos métiers respectifs pour se consacrer à 100% dans nos jeux vidéo. Ce qui n'était pas encore le cas il y a 2 ans, on va dire. Il y a 2 ans, on était encore à 50-50. Hein. Il fallait qu'on gère notre temps avec notre travail tout en sortant Darkness sur PS4, etc. Là maintenant, on se dit, voilà, il faut passer une étape. Donc c'est vrai qu'on est tout en fonds propres, etc. Donc c'est pas facile, mais on y croit et c'est pour ça qu'on veut sortir un early access pour pas se tromper, pour pas aller. Là, ça fait déjà 2 ans qu'on est sur le jeu. Même erreur, on voudrait pas passer encore 6 mois ou 1 an et se dire, bah voilà, au bout de 3 ans, on s'est complètement trompé de cible, de public, etc. On veut sortir cette première partie, voir comment elle sera accueillie pour pouvoir finir sereinement la deuxième partie. Et oui, parce qu'on voit toujours à chaque fois vous n'êtes pas les seuls, mais il y a beaucoup de jeux, beaucoup de studios, qu'ils soient petits ou grands, ils sont tout le temps en train de repousser les dates. Hein. Ça c'est habitué. Et puis après c'est dur, parce qu'une fois que le jeu il sort et qu'il y a des bugs, des machins, les gamers c'est un public assez difficile. Hein. Peut-être moins en VR. On n'a pas le droit à l'erreur. Hein. C'est vrai que sur mobile c'était pas le même public. Hein. De toute façon, on n'avait pas eu de bug vraiment sur mobile. Système de pause. Non, et puis tout, sur mobile, c'était en plus différent. C'était vraiment la découverte. Donc les gens ils hallucinaient. On aurait fait un cube en 3D qui tourne, c'était déjà impressionnant parce que c'était les débuts de la VR, quoi. Alors, et l'autre qui veut savoir, et du coup, arrivez-vous à concilier vie de famille, boulot, vu que ça demande énormément de temps de développement? C'est pour ça qu'on a pris le bureau, je dirais. pour se structurer un peu, parce qu'avant c'était du matin au soir. Oui, on est devant l'ordinateur. Il y a encore 1 an, hein, donc on est arrivé en juin 2021 dans les bureaux. Il y a encore donc 1 an, un peu moins d'1 an et demi, on travaillait de chez nous, quoi. Après, c'est des métiers passion, donc forcément, on n'a jamais envie de lâcher l'affaire. On a tout le temps envie d'être sur le jeu. C'est sûr que c'est la passion qui fait qu'on lâche rien, en fait. Tinoc, quelles sont les qualifications requises pour développer un jeu? C'est marrant cette question. Je dirais que ça dépend quel poste on veut avoir dans le jeu vidéo, en fait. Et là, vous, par exemple, pour des indépendants qui faites pratiquement tout, du coup... moi, c'est vrai que en 3D, connaître forcément un logiciel de 3D, peut-être un logiciel de retouche comme Photoshop, de retouche photo, histoire de faire des textures, tout ça. Après, Kevin avait fait des écoles de cinéma, tu avais fait une école de cinéma, tu avais fait une école d'effets spéciaux aussi en Tunisie, donc tu as quand même un cursus là-dessus. Voilà, moi j'avais fait des écoles, mais dans la programmation plutôt, donc forcément il faut avoir un petit... On a été autodidacte hein, quand même. On a été autodidacte. Ah oui, on a été autodidacte. Mais il n'y avait pas de tuto sur YouTube, il n'y avait rien de tout ça. Enfin, peut-être il y en avait, mais c'était vraiment tout début. La dernière de la soirée, donc après Bad Dream, est-ce que vous avez déjà d'autres projets? Et puis je rappelle que Bad Dream, on fera prochainement une émission quand le jeu sortira et quand on l'aura testé un petit peu pour parler plus en détail du jeu et tout. Voilà. Avec grand plaisir. Et bien en fait, donc prochain jeu, oui, là on va se concentrer sur Bad Dream encore, je pense, pendant quasiment 1 an, hein, jusqu'à la sortie sur toutes les plateformes. Quest 2,
PSVR 4, non, PS4, PS5, que ça va nous prendre encore, je pense, quasiment toute l'année 2023. Et après, on verra si on fait des DLC pour Bad Dream ou si on passe à un nouveau jeu. C'est vrai que dans un nouveau jeu, on a en tête un jeu qui serait un jeu de course en VR. Ouais, donc complètement différent. C'est vrai que là, on passe à Totalement un jeu différent. C'est pour d'horreur. ça qu'en fait, on disait tout à l'heure, on n'est pas du tout bloqué sur un type de jeu. On a juste envie de reproduire ce qu'on a aimé dans notre parcours de gamer depuis tout petit, quoi. En fait, il y a des choses qui nous tiennent à cœur. Alors Béa Fidèle qui nous demande si vous êtes que 2 dans la société. Alors, on est techniquement dans la société, on est 3 parce qu'il y a aussi notre cousin. Mais lui, il s'occupe pas de développement, c'est plus pour la gestion administrative. Donc, et après, en termes de développement, on est tous les deux, plus on a un employé, c'est Louis, qui était à l'école de jeux vidéo l'année dernière justement, et c'est notre première embauche. Il est sorti de l'école et on l'a embauché. Sidoc qui nous demande, avez-vous un objectif de jeu ultime? Un type de jeu ou un autre qui, pour maintenant, est inatteignable et que vous aimeriez savoir faire? Marc, je sais que son jeu ultime, c'était ça, c'est le jeu de course. C'est le jeu de course. Ouais. Moi, non, c'est vrai que j'ai pas forcément de jeu ultime. Mais bon, le jeu de course, comme on l'avait dit, il faut peut-être avoir un peu de budget pour s'y mettre sérieusement. Si on parle en VR, ça va être avec l'évolution de la VR. Tu m'avais envoyé un article, David, où on montrait donc les gants, les vestes haptiques, etc. Quand ça va aussi. arriver, voilà, l'odeur et tout. Les mains. Au niveau de la VR, par rapport au marché du jeu vidéo, on en est un petit peu à la Mega Drive, peut-être un peu plus que la Mega Drive à l'époque. Quand on commence à se professionnaliser. La Mega Drive, c'était le jeu vidéo, ça y est, ça commence à être sérieux. On fait des ventes. Il y a la Mega Drive, la Super NES. Voilà, c'était pas la NES et la Master System. C'était déjà plus poussé. Là, je dirais qu'on en est à peu près là au niveau de la VR. Donc, il reste encore pas mal de chemin à parcourir pour être au top. Et quand il y aura tous les retours haptiques dans tous les sens, ça va être complètement dingue. Eh bien écoutez, messieurs, merci pour cette soirée. Merci d'avoir répondu aux questions et tout. C'était cool. Merci à vous, c'était vraiment sympa. Bon, je vous souhaite à tous une bonne semaine, de prendre soin de vous. Et puis voilà, je vous dis à très vite. Merci, salut, et merci à Red qui m'a assisté aussi. Voilà. Merci à toi. Mais de rien. Merci. Ciao, ciao. Ciao.